Si vous utilisez ChatGPT et que ça ne vous donne pas une entière satisfaction, cette vidéo est faite pour vous. Vous avez parfois des réponses trop floues qui sortent un peu du cadre habituel de vos requêtes. Eh bien écoutez, c'est totalement normal. Vous faites peut-être une erreur qui est extrêmement connue. Vous êtes biaisé, vous ne faites pas des bonnes requêtes. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre pas à pas à maîtriser le prompt engineering. Ok? Ça vous va? Alors écoutez, avant d'aller plus loin, je vous présente un petit peu les thématiques de cette masterclass. C'est déjà le troisième épisode. Le premier était une sorte de vulgarisation de l'IA, une petite histoire de l'IA, la face cachée même de celle-ci. Et dans le dernier épisode qui était la semaine dernière, je vous ai présenté comment bien structurer une base de données de manière assez accessible à tous avec Excel. Voilà, c'était simplement pour réussir à bien créer des bases de données qui sont assez intéressantes, pertinentes, fiables, que vous pouvez incrémenter en fait dans vos GPTs pour, par exemple, de la rédaction de posts sur LinkedIn, des choses comme ça. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui étaient assez fondamentaux. Donc si vous n'avez pas vu ça, je vous conseille, pardon, d'aller les voir parce que vous pourrez avoir pas mal de bases qui seraient assez intéressantes pour cette masterclass-là. Mais rien n'est obligatoire et si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, eh ben on continue. Pour vous parler rapidement de moi, je m'appelle Tim et on va dire que j'ai développé une IA qui est spécialisée dans la pédagogie. Je suis expert agentique, en IA agentique, pardon. Donc l'IA agentique, c'est quoi? C'est simplement une IA qui va essayer de répondre à vos besoins et essayer de les comprendre lorsque vous la sollicitez. Voilà. Donc c'est vrai que par là, j'utilise beaucoup de modèles LLM. C'est même le cœur de mon métier, c'est de comprendre le langage sémantique. Et on va voir qu'aujourd'hui, comprendre la sémantique, c'est quand même quelque chose de fondamental pour réussir à avoir des réponses qui sont pertinentes. Surtout quand on utilise des modèles comme ChatGPT, qui sont sans doute, sans aucun doute même, le modèle le plus répandu sur Internet. Alors, concrètement, regardez. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu les bases du prompt engineering. Un prompt, c'est quoi? C'est 6 points fondamentaux qu'il faut essayer de contrôler et de maîtriser. Premièrement, il y a la lisibilité, pardon. Donc, c'est un prompt qui doit être clair, facile à comprendre. Simplement, essayer de parler avec GPT, pardon, comme si vous parlez avec un enfant de 10 ans. Des phrases claires, simples, courtes, et éviter les synonymes, par exemple, une accumulation, des choses comme ça. Voilà, ça peut rendre la lecture beaucoup plus complexe. Et justement, c'est le point qu'on va juste après, c'est la clarté des instructions qui doivent être précises, sans ambiguïté. On l'a vu dans la première masterclass, avec le word embedding, justement, l'idée, c'est de ne pas tromper la compréhension d'une phrase, la compréhension sémantique par le modèle. Ce qui paraît clair pour vous ne l'est sans doute pas pour l'IA. La spécificité, donc là, c'est donner des détails concrets, le contexte, le format, le style, ce que vous recherchez vraiment en termes de sortie. Quels sont les objectifs que vous cherchez à satisfaire? Quels sont vos KPI? Voilà, la concision, c'est un peu les points qui vont avec le premier et le deuxième point, hein, donc la lisibilité et la clarté. La concision, c'est une bonne façon de rappeler, de ne pas trop faire non sur chaque phrase, ne pas emmêler les pinceaux. Éviter aussi pareil, on le verra un peu après, hein, mais d'avoir trop d'objectifs différents dans la même requête. Essayez de décomposer. Ouais, donc c'est un peu ce point-là, parle de ça justement. Le contexte, essaie de placer le contexte. Est-ce que l'IA doit se placer en tant qu'experte, par exemple dans un domaine? Mais aussi, c'est de donner un peu plus d'éléments. Si vous avez une base de données, partagez-la, etc. Voilà. Et les contraintes, bon, bah là, on est vraiment sur la forme. Tout avant, c'était pour le fond surtout. Et là, la forme, bah, c'est définir des limites de réflexion, par exemple, et d'expression. Le nombre de tokens, on en parlera juste après. Le format, est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est de la rédaction? Est-ce que c'est des bullet points? Voilà. Pour guider l'output. L'output, bon, c'est de la sortie. Donc, c'est ce que vous allez percevoir. Et on parlera de ça un petit peu après. Vous en faites pas. Donc pour aller un petit peu plus loin, on va rentrer déjà dans les paramètres techniques. Vous allez voir, c'est hyper passionnant. C'est surtout des paramètres, des hyper paramètres, comme j'aime à les appeler, qu'on ne voit pas, mais auxquels on est assujetti constamment quand on utilise ChatGPT et d'autres modèles comme DeepSeek par exemple. On va voir que DeepSeek a des fonctionnalités qui sont assez intéressantes, même si ChatGPT commence à non pas les reproduire, mais à les incrémenter aussi à sa façon. Voilà, donc on va parler déjà de la température, non pas du thermostat, même si ça pourrait être ça, c'est le thermostat sémantique, on va dire. Alors, la température, on va la considérer en deux façons, la basse température et la haute température. La basse température, c'est une température qui va être entre 0,2 et 0,4, alors que la haute va être entre 0,7 et 0,9. Mais qu'est-ce que c'est concrètement?
En fait, une température basse, donc entre 0,2 et 0,4, pardon, c'est simplement une réponse qui va être précise et rigoureuse, alors qu'une température plus élevée, 0,7, 0,9, c'est une température qui va être plus créative. Voilà, c'est comme ça qu'on peut les caractériser, les vulgariser. Une réponse plus créative, variée, avec un peu plus une variation sémantique, différents synonymes, etc. Voilà. Mais du coup, qui apporte aussi une certaine approximation, parfois, sur la compréhension sémantique qu'on peut en tirer. Il y a plus d'interprétation, potentiellement. Donc il faut faire assez attention. Alors voilà, pour ce qui est de la température, c'est des paramètres qui sont évalués directement et appréciés par ChatGPT par exemple, qui va les ajuster en fonction de ce qu'il détecte de votre besoin. Donc si vous le guidez, ça pourrait être un peu plus intéressant pour vraiment avoir quelque chose qui est pertinent pour vous. Sauf que, attention, les paramètres et les hyperparamètres qu'on va voir ici ne sont pas des paramètres qu'il faut avoir directement dans le message qu'on va écrire, dans la requête qu'on envoie, mais plutôt dans une liste d'instructions qu'on va fournir à notre GPTs. C'est assez important de le savoir, ou même dans le projet par exemple. Donc on va directement définir une contrainte de température avec laquelle l'IA va devoir répondre systématiquement à nos requêtes. Voilà. Mais dans la console, ça fonctionne très très peu. Voilà. C'est assez important de le savoir. Et vous le voyez juste en dessous, il y a le top P ou le top P, pourquoi pas. Alors le top P ou nucleus sampling par exemple, enfin c'est son deuxième nom, vous pouvez le voir sur les deux formes. Euh, bon, concrètement, vous pouvez en fait, c'est une échelle en pourcentage, donc c'est de 0,0 à 1. Voilà. Euh, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, un top pi de 0,9 garde 90% des tokens. Que sont les tokens? On le voit juste après. Pas de problème. Les plus probables. Donc, ça limite, en fait, un top pi qui est élevé, donc qui est au plus proche des 100%, donc de 1, limite les réponses qui sont considérées comme aberrantes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des réponses qui vont être beaucoup plus intéressantes, qui vont être très précises. Concrètement, on vise ici avec le top pi, comme avec la température, une précision encore plus accrue. Donc une accumulation de la température, d'une température assez élevée avec un top pi assez élevé, permet d'avoir des résultats qui sont très précis, très fiables, mais qui peuvent avoir un ton parfois trop académique, trop lisse. Donc attention à bien jouer avec ces paramètres-là, le mieux étant l'A/B testing, on va en parler justement juste après. Mais là, avant ça, on va rentrer dans un grand débat, qui au final n'en est pas un. On va voir si les tokens peuvent être plus intéressants que les mots ou le nombre de caractères quand on veut définir un format. Alors, vous l'avez vu la semaine dernière dans la masterclass sur la gestion de la base de données. Ce qui est très important, c'est de se rapprocher le plus possible du langage de l'API, le langage de l'informatique, le langage de ChatGPT, pardon. Alors, bon, concrètement, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un token? Un token, c'est simplement une unité de texte qui est utilisée par le modèle. Donc c'est une façon de comprendre un mot. Vous l'avez bien vu lors de la première masterclass, on parle de tokenisation, on découpe, donc on encode un message. Donc en fait, le message, quand il est écrit sous une forme sémantique que nous on comprend, sur une phrase claire, sujet, verbe, complément par exemple, il n'y a que nous qui la voyons à l'entrée et à la sortie. Mais derrière, dans ce qui se passe dans l'invisible, ce n'est pas comme ça que ça marche. On va découper, encoder les termes avec un processus de tokenisation. Donc c'est un poids qu'on attribue à une phrase un même mot peut être découpé en plusieurs tokens. Donc voilà. Et après, on va essayer de les cartographier, etc. Si tout ça, ça vous intéresse, allez regarder la première masterclass. Je mettrai le lien en description, voire même en commentaire épinglé peut-être. Alors, voilà, donc les tokens, c'est quand même la chose la plus pertinente. On va éviter en fait à l'IA de devoir mener des actions de réflexion supplémentaires, en tout cas, quand on va lui demander par exemple un nombre de mots précis, 50 mots maximum. Bon, oui, elle va s'y tenir, mais en fait, ça va rajouter un processus un peu plus long de compréhension de la requête, de découpage. Donc, au plus on peut être proche de sa façon à elle de réfléchir, au plus on s'abstrait de certains biais. Donc c'est assez intéressant, et même vous allez le voir, hein, si vous donnez une limite de 50 mots, parfois les textes font 55 mots, 100 mots même, ça peut arriver. Alors qu'avec les tokens, on a quand même une certaine rigidité de la règle, une application de la règle qui est quand même bien plus élevée, vous en conviendrez avec l'essai. Donc ça va être assez intéressant, et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est la granularité. En fait, qu'est-ce que c'est la granularité? C'est simplement le fait que il puisse y avoir des mots qui sont trop longs, trop complexes. Vous voyez, qui limite ou qui empêche une bonne lisibilité. C'est un thème qui est assez important quand on veut faire par exemple de la réponse automatisée à des mails, admettons, ou de la rédaction LinkedIn, ou peu importe, hein, l'automatisation de certains processus rédactionnels.
Donc la granularité, c'est le fait que les tokens offrent comment dire, un contrôle plus fin de ce qu'on recherche. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un mot peut être découpé en plusieurs tokens. Donc en délimitant un nombre maximum de tokens, l'IA, quand elle va générer euh, ses outputs, ses réponses, elle va faire en sorte d'avoir les tokens les plus faibles et d'optimiser le nombre de tokens attribués par terme, par mot. Donc au final, vous allez éviter les mots trop longs, trop complexes, pouvant aussi également être soumis à interprétation, limiter et empêcher, ou du moins diminuer la visibilité, la compréhension d'un texte, etc. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, petite parenthèse, je fais ma petite promo, si ça vous intéresse, j'ai fait un article de ma newsletter là-dessus. Je le mettrai aussi en description si ça peut vous intéresser. Et dernier point, c'est vrai, en regardant ma note, j'y pense, en délimitant le nombre de tokens, si vous faites des appels à API avec des automatisations, les appels à API sont facturés en fonction du nombre de tokens en input et en output. Il y a une facturation différente à chaque fois, enfin pouvant être différente. Bon, au final, ça vous permettra d'avoir des précisions, des précisions, c'est bien ça, qui sont bien plus fiables, des prévisions, c'est ça le terme cherché, qui sont bien plus fiables pour votre modèle financier. Voilà, donc c'est quand même un peu plus intéressant de fonctionner comme ça. Voilà. Maintenant, on va essayer aussi de parler de la compréhension des biais, parce qu'on a vu ça tout à l'heure. Hein. Parler de tokens, ça évite certains biais d'interprétation, et en même temps, respecter les 6 règles qu'on a vues au tout début, pareil, ça limite l'apparition de certains biais, mais on peut aller encore plus loin. On va parler de délimitation, d'output et de prompt chaining. Le prompt chaining, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment passionnant. Vous allez voir ça, c'est très sympa. Voilà. Alors, bon, on va se concentrer déjà sur la délimitation. La délimitation, c'est quoi? C'est avoir une directive et des contraintes. Bon, les directives, concrètement, si on regarde cet exemple, hein, c'est très parlant, c'est concentre-toi uniquement sur les tendances technologiques en Europe. On donne un cadre de réflexion très précis. C'est ça que je recherche. Et les contraintes ne parlent surtout pas de politique, n'incluent pas d'aspect politique. Je ne cherche que les tendances technologiques, donc les éléments d'évolution, d'innovation, par exemple tech, en Europe, et pas de politique. Après, si on regarde sur l'output, du coup, au final, on reprend un peu la forme de ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein, c'est le fond, la forme. Là, on a déjà fait le fond, maintenant on traite la forme. Je veux une introduction de 150 tokens, une analyse SWOT sous forme de tableau, et une conclusion et des recommandations en maximum 100 tokens. Voilà, c'est très simple. Au final, vous pouvez avoir deux éléments, deux paragraphes. Le premier paragraphe étant consacré au fond, et le deuxième paragraphe étant consacré, par exemple, à la forme dans une requête basique sur ChatGPT, mais aussi dans la structuration de votre prompt pour des GPTs, par exemple. Maintenant, si on veut aller encore un peu plus loin, on va parler donc du prompt chaining. Le prompt chaining, ça consiste simplement à décomposer, hop, je passe la slide, une requête en plusieurs sous-étapes. Ici, on va voir l'étape 1, rédige une introduction en 150 tokens sur le contexte du marché technologique en Europe. Donc, on a encore cette précision. Hein. On se le rappelle, on respecte toutes les étapes. Après l'étape 2, à chaque fois, c'est un message qu'on envoie. L'étape 2, on crée un tableau SWOT avec des colonnes force, faiblesse, opportunité et menaces basées sur les tendances actuelles. C'est-à-dire que là, on précise bien ce qu'on recherche dans le tableau et où. On dit que les colonnes sont affectées aux points clés de l'analyse SWOT. C'est-à-dire que le terme SWOT ne suffit pas. On donne les éléments. Force, faiblesse, c'est porteur. Opportunité, menace, c'est la typologie d'offer à Chandel. Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on est vraiment très précis là aussi. On donne un contexte très clair. Et l'étape 3, rédige une conclusion de 100 tokens avec des recommandations stratégiques pour les startups. Au moins, on définit un peu le cadre, ce qu'on recherche, et on dit, voilà, là, c'est des recommandations stratégiques pour les startups, donc le ton rédactionnel va être aussi adapté, la réflexion globale peut être adaptée à ça. Ce qui est assez intéressant ici, c'est la petite note que j'ai mis en bas de l'écran, c'est que chaque étape étant traitée séparément permet de reconfigurer à chaque fois les petits paramètres pour être au plus précis, au plus proche en tout cas de ce que nous recherchons. Donc on corrige les outputs et après on peut tout assembler. Donc c'est assez intéressant, c'est une bonne façon de contrôler certaines choses, de contrôler la clarté, la cohérence des outputs aussi. Parce qu'il n'y a pas que nous qui travaillons, l'IA travaille aussi. Mais si on décide d'aller encore un petit peu plus loin, on va parler de chain of thought. Le chain of thought, c'est le fait de demander à l'IA de décomposer sa réflexion et de nous la partager. Aujourd'hui, on le voit beaucoup, par exemple avec DeepSeek, évidemment, qui va expliquer toutes les étapes de sa réflexion,
mais aussi maintenant on voit avec ChatGPT O1, il y a le O3 mini et O3 mini AI qui fait ça, qui va vraiment expliquer ce que l'IA pense et perçoit de la requête reçue et comment elle l'interprète pour avoir les outputs qui sont les plus clairs possibles, on va dire. Donc ça, c'est une bonne façon de comprendre là où est-ce qu'il peut y avoir un biais qui intervient, même si pas tout est clairement accessible. Voilà, donc il faut faire assez attention quand même. Mais c'est une bonne façon déjà de contrôler certaines applications et certains processus de réflexion. Voilà. Mais si on décide d'aller encore plus loin, on va parler de mitigation pour comprendre les biais qui peuvent apparaître. Alors, là, je vous ai fait un petit spoil avec ce qui est écrit juste en dessous, ici. Euh, la mitigation, c'est simplement des stratégies pour réduire l'apparition de biais. Donc, on va voir la formulation précise. Ça, enfin, on a déjà pas mal parlé au début, donc est-ce qu'il est encore important de revenir dessus? Je ne pense pas. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, il va y avoir l'A/B testing qui va être la dernière étape, mais juste avant, regardez ça, il y a le post-processing. Alors ici, je crois que mes slides ont un peu bugué, voilà. Le post-processing avec une belle flèche, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors le post-processing, c'est quelque chose qui va arriver après, une fois qu'on a reçu l'output. Et voilà comment ça se décompose. Le post-processing, si ça veut bien fonctionner, je crois que ça bug un petit peu, voilà, c'est nettoyer l'output, formater correctement et filtrer les biais. Alors, on va reprendre point par point, hein. Nettoyer l'output, c'est simplement faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez clair qu'on va intégrer dans la base de données. Vous savez, quand on parle avec GPT, souvent il va avoir une petite phrase au début de l'output qui va être voilà, j'ai bien tenu compte de la requête que vous m'avez envoyée, etc. Et après, il va générer la réponse. Et après, il va conclure en disant est-ce que ça vous va ou si vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas à me le dire. Alors, on va essayer d'enlever ça, par exemple. Mais c'est aussi nettoyer des informations qui peuvent être erronées, qui sont incorrectes, qu'on ne veut pas inclure dans notre base de données après, a posteriori. Donc formater correctement. Je vous renvoie justement à la seconde masterclass. C'est utiliser par exemple des formats JSON avant de les réintégrer après, passer dans du data analyse, des choses comme ça. Et filtrer les biais, bon, ben, c'est classifier et essayer de mettre en place des stratégies pour limiter l'apparition de nouveau de ces biais-là. Et une bonne façon de faire ça, bah, écoutez, c'est l'A/B testing. L'A/B testing, c'est une autre partie de la mitigation. L'A/B testing, bon, je pense que vous connaissez tous à peu près ça, hein, parce qu'on en parle beaucoup par exemple en marketing, même en développement de produits, pour du packaging, des choses comme ça. Mais l'A/B testing, c'est une première étape, c'est avoir deux versions. On va prendre deux produits qui sont sans doute identiques, deux prompts qui peuvent aller, du moins qui ont les mêmes objectifs en termes d'output, mais qui ne sont pas nécessairement construits de la même manière. On a deux approches qui peuvent être complémentaires, peut-être, mais on a du mal à trancher, donc on va tester les deux. Donc on fait les deux versions. Bah, du coup, c'est ce que je vous ai dit, on va comparer les résultats, les outputs, voir qu'est-ce qui donne le plus satisfaction étape par étape. On va regarder le chain of thought par exemple aussi. Donc on va regarder toutes ces choses-là, hein. On va regarder aussi le prompt chaining, comment nous on a décomposé, comment l'IA a bien réfléchi et voir qu'est-ce qui donne le plus satisfaction étape par étape. Et à partir de là, simplement on ajuste. On peut prendre des parties d'un prompt et puis de l'autre, après assembler, voir si ça fonctionne bien ensemble, etc., etc. On fait un peu notre recette à partir de là. Mais c'est très important de garder en tête les éléments de tout à l'heure, le chain of thought et surtout le prompt chaining. Mais si on va aller encore plus loin et qu'on va être l'expert absolu, voilà ce qu'on peut faire. En fait, on peut aussi faire du reverse prompt engineering, c'est-à-dire remonter dans le sens inverse. Donc c'est assez important quand même de faire les étapes préliminaires, hein, le prompt chaining et le chain of thought, mais le reverse prompt engineering va permettre de comprendre potentiellement quels sont les paramètres qui permettent d'avoir des outputs qui vous sont pour vous plus favorables ou non. Donc voilà, c'est une façon au final de déconstruire un prompt, la façon dont vous l'avez construit et la façon dont l'IA interagit avec. C'est quand même assez intéressant. Je ne vais pas aller plus loin sur le sujet parce que ça peut devenir assez complexe. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, pareil, à dire en commentaire, hein. Vraiment, je vous lis et je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ces contenus-là et de savoir comment est-ce que je peux vous aider à développer un peu vos connaissances et vous rendre plus à l'aise avec l'utilisation de ChatGPT et la compréhension des enjeux qu'il peut y avoir autour de l'IA. C'est d'ailleurs ce que je fais dans ma newsletter, hein. Donc voilà, concrètement, aujourd'hui, vous voyez, on a parlé quand même de pas mal de choses, hein. On a revu les bases de la construction d'un prompt, les 6 points clés, les 6 fondamentaux que personne ne devrait négliger aujourd'hui. C'est quand même fondamental. Il ne suffit pas d'envoyer juste une requête à ChatGPT, il suffit de respecter ça.
C'est pas grand-chose et vous verrez, ça va tout changer, vraiment. Je vous le promets. Et ensuite, bah, on est allé un peu plus loin dans les hyper paramètres pour construire des GPTs, des projets sur GPT. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est assez intéressante. Les projets, peut-être un peu trop sous-exploités. Moi, personnellement, je m'en sers beaucoup plutôt que de construire des GPTs qui parfois demandent un peu plus d'entraînement, etc. Pour des tâches un peu plus basiques, les projets sont assez intéressants. Puis en plus, ils ont leur propre gestion de données, qui est juste un historique de l'ensemble des conversations qui sont en lien avec ce projet-là. Donc c'est quand même assez intéressant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder et à tester un petit peu. C'est quand même assez sympa. Et en plus, ça permet d'inclure des instructions donc, qui permet donc d'évaluer par exemple la température et le top pi. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en parler en commentaire. En attendant, si vous voulez en apprendre plus de choses, moi je suis disponible juste ici sur ma newsletter où je partage tous les jours des conseils clés sur l'IA. Et en même temps, je fais un peu de veille, donc je parle des actus, de l'IA avec les 109 milliards qui sont investis en France par exemple, et plein d'autres thématiques qui sont assez intéressantes en lien avec la cybersécurité aussi et les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle sur le monde actuel avec l'environnement, par exemple, la compréhension des biais, etc., les discriminations, etc. Mais si vous voulez aller encore plus loin pour l'automatisation et la réponse à certaines questions un peu trop précises pour vous, et vous avez du mal à trouver des réponses ou à faire confiance à Internet pour certaines réponses techniques pour votre entreprise ou votre business, n'hésitez pas à réserver un coaching qui est juste là, avec moi en one-to-one sur Beyond Mentors. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et on se dit à la semaine prochaine.